Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission des rendez-vous de l'Institut Georges Pompidou. Alors aujourd'hui, nous sommes au siège du CNES à Paris pour évoquer l'histoire du spatial. Nous allons évoquer une histoire en deux temps, une première période, celle de la présidence de Georges Pompidou, qui était celle de l'industrialisation de la France et des premiers lanceurs, et une période qui est aujourd'hui, l'époque contemporaine, les défis qui attendent cette politique spatiale française et européenne, et qui promet d'être certainement elle aussi écrite dans les manuels d'histoire, tant ces nouveaux défis sont importants et nouveaux. Alors, pour en parler, nous avons ici le président du CNES, M. Philippe Baptiste, qui nous accueille ici au siège du CNES, et nous le remercions. Et nous accueillons également M. Bernard Hezambert, président de l'Institut Georges Pompidou, et qui fut conseiller industriel et scientifique du président Pompidou. Alors, dans un premier temps, nous allons revenir avec vous, M. Hezambert, sur la période pompidolienne, puis nous évoquerons avec vous, M. Baptiste, les défis que le CNES doit relever et plus généralement la question d'une politique spatiale française et européenne, en particulier l'affirmation des acteurs privés sur le marché des lanceurs. Donc, M. Hezambert, peut-être serait-il intéressant pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, d'évoquer tout d'abord peut-être le contexte historique de l'émergence des lanceurs, en particulier au moment de la création du CNES en décembre 1961. Alors pour démarrer ce volet des activités du CNES et du démarrage de la politique spatiale française, je vais vous lire le compte-rendu d'un conseil restreint que Georges Pompidou a présidé en mai 70 sur ce thème. Je vous le lis. Une politique spatiale comportant la mise à disposition de satellites de télécommunications et des lanceurs correspondants est décidée. Ces objectifs doivent être poursuivis avec nos partenaires européens et en premier lieu l'Allemagne fédérale. Les autres pays européens verront leur attention attirée sur l'importance d'une telle étape dans l'édification européenne. Si nos partenaires le désirent, des négociations pourraient également être ouvertes sur une participation dans le programme post-Apollo qui ne devra pas faire obstacle à la politique souhaitée par le gouvernement français. Voilà, le compte-rendu, comme vous voyez, est succinct. Il est celui d'une réunion qui regroupait à l'Élysée le chef de l'État, le Premier ministre, les ministres concernés, éventuellement quelques technocrates. C'est la façon dont Georges Pompidou a mis en œuvre sa politique industrielle pendant 4 à 5 ans à l'Élysée, d'abord à Matignon, en fin de séjour à Matignon. Il a été très longtemps, il a été le Premier ministre qui a eu la durée de vie la plus longue à Matignon, je crois que c'est 5 ans, ou peut-être même 6 ans. Et ensuite à l'Élysée, donc, instruit par l'expérience qu'il avait de son poste de Premier ministre, il a lancé une série de conseils restreints, c'est-à-dire de réunions de cette nature, qui avait lieu d'ailleurs souvent après le Conseil des ministres, séparé par le déjeuner du mercredi. Et ces conseils restreints ont traité, il y en a eu je crois à peu près une quarantaine pendant son séjour à l'Élysée, dont 20 consacrés à la politique industrielle. C'est dire l'importance qu'il attachait à cette politique, et c'est lui qui décidait du calendrier, du contenu de ces conseils restreints, et qui me demandait de faire un petit compte-rendu, de faire un projet de compte-rendu, mais qu'il annotait abondamment, et quelquefois d'ailleurs il écrivait lui-même le compte-rendu du Conseil quand il considérait que le sujet abordé avait été extraordinairement important. Donc voilà le compte-rendu de cette réunion du 14 mai 70 à l'Élysée. Alors on y trouve la colonne vertébrale de ce que sera la politique spatiale française et européenne au cours des 2 années suivantes. Alors cette politique spatiale, elle reposait sur un socle déjà, bien entendu. Le général de Gaulle n'avait pas laissé notre pays en jachère sur le thème du spatial. Un certain nombre de programmes avaient été lancés, de réflexions menées à leur terme, avec d'ailleurs un Georges Pompidou omniprésent à la fois à Matignon et plus tard donc à l'Élysée.
Et le contexte était à peu près le suivant. Il y avait des lanceurs militaires, mais avec des sujets qui étaient purement militaires et qui ne débordaient pas ou très peu sur le civil. Et puis il y avait deux grands projets spatiaux qui baptisaient Europa 1 et Europa 2 et qui portaient sur le premier européen de petits satellites lancés pour plusieurs ensemble et Europa 2 sur des satellites plus importants, géostationnaires, à orbite géostationnaire. Donc pour des usages s'apparentant davantage à ceux qui ont été les leurs par la suite. Ces deux systèmes fonctionnaient plus ou moins bien. Sur les petits satellites, les lancements avaient lieu et ne posaient pas de problème. Sur les plus importants satellites, Europa 2 notamment, il y a eu un échec qui a fait douter de cette politique spatiale. Georges Pompidou a demandé à François-Xavier Ortely, qui avait été son directeur de cabinet à Matignon et qui avait été promu ministre de l'Industrie, de lancer une étude sur le spatial et cette étude, bien entendu, lui a été remise avec des objectifs relativement ambitieux. Georges Pompidou a plutôt rajouté quelques idées à ces objectifs que diminuer l'importance du contenu du rapport Ortely. Et puis, il y avait au même moment, au niveau du CNES, le CNES avait été créé en 1961 pour parachever la politique spatiale du général de Gaulle, et la parachever et la mettre en œuvre, je veux dire, de façon concrète. Il avait des pouvoirs importants et des études étaient lancées, demandées par les pouvoirs publics ou menées par le CNES lui-même, qui débouchait sur l'idée d'une politique spatiale plus importante, qui aurait permis en particulier, qui nous aurait permis d'avoir une activité commerciale dans ce domaine, parce qu'on sentait bien qu'un certain nombre d'activités anciennement terrestres allaient basculer sur le spatial et que nous ne pouvions pas être absents d'un secteur qui allait certainement prendre une importance énorme, surtout si on en jugeait par les efforts que faisaient les Américains dans ce domaine. Alors les Américains avaient réussi à bénéficier d'une espèce de délégation de pouvoir de la grande structure internationale Eutelsat et ils avaient un quasi-monopole des lancements de satellites de toute nature et ils nous avaient fait comprendre, compte tenu de ce qu'ils sentaient de notre désir d'entrer dans ce domaine du spatial, nous Français, ils nous avaient fait comprendre que de toute façon ils ne lanceraient pas nos satellites commerciaux et nous avait fermé de la sorte le marché commercial du spatial. Et on ne pouvait pas, bien sûr, accepter une telle position de la part des Américains et qui apparaissait dès le début des années 60. Et donc, d'où ces projets européens, Europa 2. Mais avec tout de même une incertitude sur l'issue de ces projets, compte tenu notamment de l'échec d'Europa 2. Il se trouve que j'étais sur place en Guyane au moment de l'échec d'Europa 2, donc je me souviens, j'ai presque vu la fusée retomber en mer à quelques kilomètres de Kourou. De toute évidence, un revirement de notre politique spatiale était nécessaire. Et il a pris pour base un projet que le CNES avait développé en interne de satellites, de lanceurs L3S, 3 pour troisième génération, S pour subsidiarité, je crois, L pour lanceur. Et donc ce projet existait dans les cartons du CNES. C'était un projet ambitieux, important, mais technologiquement très, très au point. Et la France a cherché à trouver des partenaires européens pour le développer. Et a commencé par, bien sûr, sa voisine avec laquelle elle flirtait. Elle travaillait déjà dans d'autres domaines techniques, dans l'aéronautique et sur d'autres sujets. Et elle s'est heurtée à une Allemagne qui avait envie quand même de composer avec les Américains et de faire une partie du chemin spatial avec eux. Et
Donc elle a donné à la France son accord pour participer à une politique spatiale européenne, mais à condition de pouvoir également jouer un rôle en coopération avec les Américains dans leur propre politique spatiale. Et puis les autres pays, la Belgique était plutôt de notre côté, et les autres pays étaient absents ou indifférents au moment de toutes ces réflexions et de tous ces essais de définition d'une politique spatiale européenne. Et puis finalement, grâce à l'appui de la Belgique, grâce aussi à l'appui de l'Allemagne, à qui nous avions donné en compensation de son accord pour venir avec nous dans ce grand projet, la possibilité de participer à Post-Apollo, le projet américain à un niveau minoritaire, et nous-mêmes l'avons accompagné. Paris vaut bien une messe, c'est un peu ce que nous avons appliqué là encore à l'époque, et tout ça a permis de démarrer, d'obtenir un accord en 1973 sur L3S et de développer donc en vraie grandeur une politique spatiale permettant des débouchés techniques, commerciaux importants. Donc voilà la façon dont les choses se sont déroulées à grand renfort de réunions que vous pouvez imaginer à Bruxelles ou ailleurs, d'aparté entre les États pour se mettre d'accord sur un tel programme de réflexion. D'innombrables comités ont été convoqués, créés avec de grands scientifiques, de grands ingénieurs. Il y a eu vraiment un brassage intellectuel important sur ce sujet du spatial et animé par donc la volonté de Georges Pompidou d'aboutir à des résultats concrets, un peu comme il avait souhaité que se crée une Europe de l'aéronautique avec Airbus et la mise au point d'un certain nombre de grands programmes dans d'autres domaines scientifiques. En fait, donc, Georges Pompidou dirigeait par ses conseils restreints qu'il animait à l'Élysée. Et donc j'avais la charge de faire le compte-rendu, qu'il corrigeait abondamment, assez souvent d'ailleurs. Et voilà, ces conseils restreints, rédigés de façon lapidaire, ce qui me facilitait l'achetage d'ailleurs, si j'ose dire, avait valeur décisionnelle, c'est-à-dire qu'ils devaient être appliqués dans toute leur sobriété et rigueur. Et il l'était réellement. J'avais pour charge de le contrôler, mais je n'avais pas tellement besoin de m'impliquer dans ce travail, tant il y avait à l'époque un désir d'aller de l'avant sur ce plan général industriel, entre d'innombrables corps de professeurs, d'ingénieurs, de hauts fonctionnaires. Enfin, tout le pays vivait un peu au diapason de cette politique industrielle. On était un peu obligé de se sentir, d'être happé par cette politique, tant son poids était important, impulsé par Georges Pompidou. Voilà un peu le paysage de démarrage de la politique spatiale. Et donc, vous avez fait cette comparaison avec les autres secteurs comme l'aéronautique, où Georges Pompidou a donné une dimension européenne et où la France avait une place centrale. Est-ce que vous pouvez peut-être davantage préciser comment la France se situait dans cette opération de la création d'un lanceur spatial européen qui fonctionne, avec le rôle de la France, la place du CNES dans cette espèce de consortium, pour voir comment Georges Pompidou, répondant un peu à la volonté de cet héritage gaullien, de souveraineté, d'indépendance, qu'il avait fait aussi décider de créer le CNES dans un paysage institutionnel qui était un petit peu éclaté. C'est le général plutôt qui avait créé le CNES. Oui, c'est le général de Gaulle, bien sûr. Mais comment Georges Pompidou a essayé de maintenir cette place de la France à travers ces partenariats ou cette organisation européenne, partenariat européen. Alors c'est le CNES qui, là encore, a joué bien sûr un rôle important. Alors le problème était de définir une politique à Bruxelles, enfin en regroupant donc les Européens, et de donner sa place à la France dans cette politique. Alors là, sa place normale aurait été d'avoir 30-40% du programme. En vérité, tout ça a débouché sur une part beaucoup plus importante du programme spatial, de l'ordre de 65%, si je me souviens bien,
parce que en dehors de l'Allemagne, qui nous avait rejoint grâce au fait qu'elle avait été autorisée à participer à un programme américain que nous avions aussi fréquenté marginalement. Donc nous avions 65%, ce qui bien sûr était beaucoup, et ce que les financiers du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances et tous les conseillers financiers trouvaient comme trop important, et on a essayé en permanence, dès la création de ce programme, de réduire cette place, parce que si nous n'avions pas réussi à la réduire, eh bien, nous serions entrés dans une époque de déficit budgétaire. Or, l'époque gaulo-pompidolienne a été une époque où nous n'avons pas connu de déficit budgétaire. C'était une règle d'or, hein, le budget de l'État devait être équilibré, et donc il fallait qu'elle soit respectée malgré le coût du spatial et notre part de 65% dans ce programme. Et donc on a essayé en permanence de faire en sorte de réduire cette part, et ça a été le cas puisqu'on est retombé à 35-40% en fin de programme. Voilà, donc on a réussi à concilier nos impératifs propres, qui étaient de maintenir ces grands équilibres de toute nature, et notamment l'équilibre de nos comptes financiers, et notre volonté d'aller de l'avant et de jouer un rôle important. Alors sur la volonté d'aller de l'avant et de jouer un rôle important, il était clair que c'était le cas, je veux dire, et que ne serait-ce que par les noms de tous les grands réalisateurs de cette politique spatiale, qui étaient pour l'essentiel des noms français, et le nom surtout des entreprises qui y avaient participé, et qui étaient également pour la plupart des entreprises françaises, comme bien sûr l'Air Liquide pour un des étages de L3S, comme par exemple d'autres groupes comme l'aérospatiale, qui venait de se créer d'ailleurs grâce à la pression des pouvoirs publics par fusion de Noraviation, Sudaviation et la CEREB. La CEREB résultant elle-même de regroupement dans l'optique d'une politique spatiale, pour donner un socle technique important et concret aux lanceurs, soubassement de cette politique. Donc voilà, on a réussi à concilier des contraintes qui étaient les nôtres à l'époque avec cette volonté de jouer un rôle important dans le spatial. Et quand vous regardez aujourd'hui les groupes industriels qui ont fait cette politique, eh bien, ils étaient pour une large part français, compte tenu du rôle important qui a été le nôtre au départ, à la fois techniquement, technologiquement et financièrement. Oui, alors, donc ce que vous soulignez au fond, c'est que l'État a une capacité d'entraînement finalement du secteur privé, hein, puisque au milieu des années 60, il y avait encore des hésitations de la part des industriels français sur la rentabilité, hein, du lanceur. Et donc, en vous écoutant, on note quand même cette capacité à mobiliser un rôle de l'État stratège qui arrive à mobiliser ses énergies. Et au final, finalement, ce financement du lanceur français puis européen, il repose quand même sur les épaules de l'État, au fond, sur les finances publiques. Tout à fait. Et avec une participation décidée sur le lanceur européen avant la crise pétrolière. Alors, ce que nous savions aussi, qui a joué un rôle important dans la détermination des pouvoirs publics français, leur désir d'entraîner l'Europe dans cette aventure, c'est que le marché serait important finalement, alors que 10 ans auparavant, on ne soupçonnait pas d'avoir potentiellement cette importance. Le marché des satellites de télécommunications, des satellites scientifiques, des satellites d'aide à la navigation, que sais-je. On tablait à l'époque sur presque une cinquantaine de lancements pour l'Europe. Et bon, le simple fait d'imaginer 50 lancements à venir faisait que ça dégageait l'horizon. Je veux dire, on passait outre d'innombrables difficultés qu'on rencontrait, bien entendu, pour la mise en place d'un tel programme. C'est-à-dire qu'on rêvait à des lendemains, à des futurs importants d'un point de vue commercial, financier, en réussite financière de ces avancées. Et ceci s'est réalisé bien au-delà d'ailleurs de nos prévisions de l'époque. Ouais. Alors là, on voit très bien finalement ce qui s'est passé à l'époque concernant ce marché, cette prise en main de l'État, le rôle de la France et ensuite la création de ce consortium européen. Alors Monsieur Baptiste, je crois qu'aujourd'hui on est dans une configuration
tout à fait nouvelle de ce point de vue-là concernant le marché des lanceurs, avec, je dirais, un partenariat public-privé presque obligé et imposé par la configuration américaine, le rôle des GAFAM et de SpaceX, qui ont une capacité d'investissement, par exemple Elon Musk sur ses dividendes, 10 milliards sur un lanceur, donc la force de frappe, si j'ose dire, est extrêmement importante. Alors comment aujourd'hui, après plusieurs décennies où finalement l'État, les finances publiques françaises et le financement de l'Union jouent un rôle important, comment est-ce qu'on est dans un cadre qui permet de relever ce défi? Quelle perspective se dessine, vous, en tant que président du CNES, dans le cadre de ce marché et de la soutenabilité du modèle français-européen? Alors, je pense qu'il faut... enfin, c'est une question évidemment très intéressante, mais il faut relativiser le poids respectif de l'État et des marchés, on va dire, sur le secteur des lanceurs. Vous avez cité SpaceX. SpaceX aujourd'hui a mis plusieurs années, plus d'une décennie pour construire son lanceur et a bénéficié tout au long de ce développement de quelque chose qui doit ressembler à peu près à 11 milliards de dollars de subventions, contrats divers et variés, apports en nature de la part de non seulement la NASA, mais de l'ensemble des agences américaines. Donc, oui, bien entendu, les acteurs privés jouent maintenant un rôle qui est essentiel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est Ariane Group qui développe Ariane 6, qui montre bien la maturité aussi industrielle du sujet. Mais en même temps, compte tenu des coûts de développement aujourd'hui qui restent encore élevés, même si les choses changent, les coûts de développement des lanceurs restent encore élevés, et surtout les temps caractéristiques, les temps de développement, construire un moteur, construire un lanceur, même aujourd'hui avec des techniques qui sont des techniques un peu disruptives, un peu nouvelles, ça reste encore des temps qui sont des temps longs, et les États jouent encore un rôle qui est absolument important. Et y compris donc, dans l'exemple qu'on a tous en tête, SpaceX, c'est pas une start-up qui a été faite dans un garage. Si c'est une start-up qui a bénéficié de 11 milliards de dollars de contrats, ce qui relativise un petit peu les choses. Et c'est pas du tout, en disant ça, je ne cherche pas du tout à réduire les mérites de SpaceX, qui est arrivé avec des idées qui sont des idées nouvelles, une ingénierie qui est vraiment intéressante, des concepts qui ont été mis en œuvre, qui ont bousculé tout le marché. Donc voilà. Alors aujourd'hui, l'Europe, quelle est la place de l'Europe aujourd'hui dans le monde des lanceurs? Je crois qu'il faut analyser les choses assez froidement. Nous étions, il y a une dizaine d'années, les leaders du marché, de manière assez incontestable. Les États-Unis n'avaient plus de navettes. Les Russes avaient des systèmes de lancement qui dataient un petit peu. On avait une place qui était très favorable. Et probablement que nous n'avons pas fait les choix qui sont les choix techniques et industriels suffisamment ambitieux pour anticiper un marché qui évolue énormément. Alors, je relativise immédiatement ce que je viens de dire, parce que nous avons un nouveau lanceur qui arrive, qui est Ariane 6. Donc déjà, le lanceur aujourd'hui qu'on exploite, Ariane 5, est une horloge suisse, si je peux me permettre. Donc c'est un lanceur qui est d'une très très grande robustesse, très fiable, et donc qui est un vrai succès technologique, mais qui est un lanceur qui est cher. Ariane 6 arrive, premier vol d'Ariane 6 2022. C'est un nouveau lanceur qui arrive, qui est un lanceur qui va permettre d'avoir des coûts beaucoup plus bas pour les lancements. On va diviser par 2 le coût des lancements. Donc c'est un lanceur qui sera dans le marché, qui sera compétitif avec en particulier le Falcon 9 d'Elon Musk. Et puis c'est un lanceur qui est un lanceur d'abord modulable, puisqu'on peut avoir deux configurations, avec différents types de configurations de boosters, soit 2 boosters, soit 4 boosters, donc ça veut dire une puissance qui n'est pas la même. Et puis surtout c'est un lanceur avec un dernier étage réallumable, donc qui est parfaitement adapté aux besoins d'aujourd'hui, et qui permet de placer donc, des charges utiles sur différents plans. Donc vraiment très adapté en particulier aux constellations. Et donc moi je suis très optimiste sur l'avenir commercial, en tout cas immédiat, d'Ariane 6. Alors, la vraie question, c'est qu'évidemment Ariane 6 n'est pas un lanceur réutilisable aujourd'hui, ce qui veut dire que ça doit mécaniquement nous questionner. Ça ne veut pas dire que l'avenir de l'Europe est forcément réutilisable,
mais c'est une technologie que nous devons maîtriser et sur laquelle nous devons travailler. C'est un objectif majeur des années qui viennent. Et en particulier, moi je plaide beaucoup, et puis nous allons lancer un ensemble de projets pour justement maîtriser cette technologie réutilisable et avoir un petit lanceur réutilisable qui va nous permettre de faire la démonstration de ces technologies, et on doit les acquérir très très vite. Le président de la République a annoncé un objectif de 2025 pour avoir un nouveau petit lanceur réutilisable, et je crois que c'est absolument clé. Ça nous permettra de réfléchir à l'avenir des gros lanceurs lourds européens. Donc pour résumer, l'Europe est challengée aujourd'hui, mais on reste parfaitement dans la course. On a un nouveau lanceur qui va nous permettre de nous relancer, c'est Ariane 6, et on continue à investir sur des petits lanceurs à côté. D'accord, très bien. Mais juste pour revenir sur ce point précis, la question du financement, en fait, parce qu'en fait, est-ce que c'est qu'une question de technologie? On a l'impression qu'au fond, dans ces startups, ces GAFAM, etc., c'est surtout un partenariat avec la NASA, l'État américain qui a su s'appuyer, comme vous le laissez entendre, sur des acteurs privés en les finançant, en travaillant avec eux. On a l'impression qu'il y a surtout des effets de seuil en termes financiers. Et donc, est-ce qu'à ce niveau-là, le modèle que nous avons actuellement est durable ou est-ce qu'il faut l'adapter ? Le budget est évidemment un facteur déterminant pour construire un lanceur. Un lanceur lourd, ça coûte cher, ça coûte très cher, c'est plusieurs milliards de dollars. Cela étant dit, ça ne se résume pas à une question de budget. Et le nombre de projets très largement financés qui n'aboutissent pas, ou qui n'ont pas abouti, ou qui ont échoué, sont légion. Si on prend par exemple le projet de lanceur lourd de Jeff Bezos aujourd'hui, qui, si ma compréhension est bonne, n'a pas de problème de financement, bénéficie donc de crédits qui sont très élevés, pour autant a du mal à sortir de terre. Donc il y a aussi quand même un vrai savoir-faire technologique et des besoins d'ingénierie très spécifiques qui restent vrais aujourd'hui. Vous savez, un moteur de lanceur, il travaille à la frontière de la physique, à la frontière de ce qu'on sait faire en termes d'ingénierie. Et donc, il y a vraiment énormément de savoir-faire qui reste encore absolument crucial aujourd'hui. Alors, une question sur les technologies utilisées, mobilisées dans le déploiement de l'industrie spatiale qui ont évolué. Quelle est la place en particulier du data management sur lequel vous vous êtes exprimé, et l'apparition et le développement rapide des constellations de satellites vont-elles renforcer Ariane 6 ? Donc justement, pour rebondir sur cet élément technologique et cette maîtrise technologique. Alors peut-être un mot déjà sur les constellations, et peut-être après pour parler de data. Les constellations, c'est quoi ? Ce sont des ensembles de satellites qui sont sur une même orbite et qui communiquent entre eux et qui sont capables d'amener les services qu'un satellite seul ne serait pas capable d'amener. Alors, dans le monde des télécoms, les constellations en orbite basse, c'est un objet très intéressant parce que vous êtes en orbite basse, et donc le temps de transfert du signal entre l'usager sur Terre, le satellite et le retour est très faible parce que vous êtes à une altitude qui est très basse. Et donc ça veut dire que vous pouvez avoir des communications en temps réel, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes en orbite géostationnaire où les satellites sont très éloignés et le temps de transfert du signal est extrêmement élevé, et donc vous n'êtes pas en temps réel. Donc cette question des constellations en orbite basse, c'est vraiment quelque chose de très important pour le monde des télécommunications, car on peut imaginer, c'est pas vraiment le cas encore aujourd'hui, mais on pourrait imaginer demain d'avoir des réseaux de télécommunications qui sont aujourd'hui assurés par de la fibre, qui seraient intégralement assurés par des constellations en orbite basse. Ce n'est pas le cas pour demain matin, hein, mais par contre, et alors avec plein d'avantages. Vous avez une couverture universelle, c'est-à-dire que vous avez la même couverture à Paris ou au milieu de l'océan, donc ça veut dire une disponibilité complète et parfaite du réseau, avec énormément d'impact sur des applications industrielles, dans le domaine de la mobilité, par exemple. Ça veut dire que si demain vous imaginez les questions de véhicules autonomes, vous aurez besoin d'un Internet disponible partout. Vous réduisez les zones blanches, enfin énormément de questions en fait sur la vie de nos concitoyens et industriels qui seraient impactés par ces constellations. Donc je crois vraiment qu'on a besoin d'avoir une constellation européenne. C'est un projet qui est porté haut et fort par Thierry Breton. Donc il faut le développer. Bon, et accessoirement, c'est vrai, puisque vous avez lié cette question à Ariane 6, il est vrai qu'une constellation européenne, enfin, ou une constellation, ou les projets de constellation tout court,
sont naturellement de très bons candidats pour des lancements sur Ariane 6. Et effectivement, on a énormément de sollicitations aujourd'hui de différents acteurs de constellation qui regardent ce qu'ils pourraient lancer avec Ariane 6, qui est parfaitement adapté. Donc c'est un projet intéressant. Alors peut-être un mot dans la deuxième partie de votre question sur les questions des données. Une des très très grandes ruptures du moment dans le monde du spatial, c'est le fait que on a une explosion des usages. Donc ça veut dire que non seulement on a besoin aujourd'hui évidemment de lanceurs, on a besoin de satellites qui vont nous permettre de faire de la de communiquer, de prendre des images, de mesurer des choses pour le climat, etc. Mais avec cette profusion de données aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on a tout un écosystème qui est en train de se construire avec énormément d'entreprises, d'entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs qui arrivent et qui sont prêts à utiliser ces données pour produire de nouveaux services et de nouvelles applications. Et je vais donner des exemples très concrets. C'est des nouvelles applications qui sont basées sur de la géolocalisation pour faire du suivi de containers quand vous transportez des bateaux. Si je reste dans le monde maritime, c'est aussi des applications qui vont utiliser des services de météo, de mesure des courants, de mesure des vagues, etc., pour optimiser le trajet de chaque bateau en tenant compte des conditions très locales de la mer. Et vous allez gagner comme ça 10, 15, 20% de votre consommation en carburant. C'est des projets qui vont utiliser des mesures de nos satellites d'observation de la Terre pour tenir compte du réchauffement climatique et réfléchir à la manière dont l'urbain va se développer à tel ou tel endroit sur la planète. Donc c'est vraiment, il y a un nombre d'applications considérables. Et aujourd'hui, en fait, la plupart des acteurs considèrent que c'est bien ces services-là qui sont vraiment en aval de la chaîne, hein, l'amont étant vraiment les lanceurs, les satellites, en aval de la chaîne, qui va traîner, en fait, qui va vraiment construire le spatial de demain. On parle aujourd'hui dans un certain nombre de publications d'une économie de la donnée spatiale qui pourrait représenter plusieurs 4000 milliards de dollars dans les prochaines décennies. Donc des sommes qui sont absolument considérables. Donc il y a un enjeu énorme, et c'est pour ça que c'est à cause de cet enjeu, enfin il ne faut pas être naïf non plus. Pourquoi est-ce que tous les GAFA aujourd'hui s'intéressent à ce sujet? Pourquoi est-ce que tous les États réinvestissent sur le spatial? C'est parce qu'en fait, il y a une économie du spatial qui est en train d'exploser. Ça devient un business absolument gigantesque, et tout le monde est en train de s'y mettre. Oui, et puis juste pour prolonger cette question, ça donne une maîtrise des données, puisqu'en fait c'est un peu le mot-clé de tout aujourd'hui. Hein, et de ce point de vue, on peut s'interroger sur... ça serait des données, donc j'imagine publiques, enfin réservées, enfin sécurisées, et qui pourraient être aussi revendues, utilisées aussi, alors utilisées par les secteurs, je dirais, stratégiques, puis aussi par des secteurs privés, donc une dimension commerciale qui peut être intéressante. Ces données, elles sont au cœur de la souveraineté de demain. De la même manière qu'aujourd'hui, l'Europe, je vais dire pudiquement, n'a pas gagné la bataille de la souveraineté numérique, même si je crois qu'on est en train de se réaffirmer sur le sujet, mais on a un enjeu autour de la souveraineté spatiale pour les données, sur lequel il faut qu'on se mobilise aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est probablement là qu'aura lieu le prochain combat. Il y a eu le combat du numérique, il y a eu le combat du cloud, je pense qu'il y a le combat du spatial pour les données, et c'est absolument central que l'Europe y soit, et que l'Europe joue tout son rôle dans ce secteur. Et à vous entendre, elle y est engagée. Donc, oui, je crois que l'Europe est profondément engagée, je crois que la Commission en a pris pleinement conscience, et est vraiment moteur sur le sujet, et évidemment la France place ça aussi au cœur de ses objectifs. Monsieur Isenberg, vous aviez une question peut-être sur cette... J'avais en fait une question, puis il m'en vient une à l'esprit, je ne peux pas m'empêcher de vous poser dans un instant, pardonnez-moi. Oui, ma question, c'était la position du CNES face à l'ESA et aux autres agences spatiales européennes, et notamment l'agence spatiale allemande. Et puis, pardon, je vous dis tout de suite ma deuxième question. Je ne suis pas la seule à me la poser. D'ailleurs, quand un humain ou une humaine envoyé dans l'espace par une fusée tricolore? Alors, oui, deux sujets... différents. Oui, très différents et intéressants. Mais alors, si on regarde aujourd'hui,
la plupart des pays d'Europe ont des agences nationales. Il y en a deux qui sont probablement plus importantes que les autres. En France, le CNES, qui est la plus grosse agence spatiale nationale européenne, et puis le DLR en Allemagne, qui a aussi des capacités techniques qui sont significatives. L'Asie, donc l'agence italienne, a aussi un certain nombre de compétences. Et puis après, c'est beaucoup quand même, les agences utilisent quand même beaucoup l'ESA, qui a des centres techniques, pour mener leurs activités. Donc notre modèle français et le modèle allemand sont un peu différents, puisqu'ils ont un peu deux pieds, donc un pied national et un pied européen. Et ça s'explique assez naturellement aussi par la dualité de nos activités. C'est-à-dire que le CNES, évidemment, on est au service... pourquoi on fait du spatial aujourd'hui? On fait du spatial pour la science, pour l'exploration, pour comprendre donc les phénomènes physiques, pour découvrir d'autres mondes. On fait du spatial pour le climat, pour comprendre la planète, pour monitorer les évolutions du climat. C'est absolument central. On fait du spatial pour les télécoms, pour les applications business, on en a parlé, mais on fait aussi du spatial pour des applications qui sont des applications de défense et de souveraineté qui sont absolument cruciales aujourd'hui pour le pays. C'est des capacités d'observation, c'est des capacités d'écoute, etc. Et toutes ces questions-là, évidemment, on a besoin de les faire. On les fait aujourd'hui essentiellement dans un cadre national. D'accord. Deuxième question sur la place de... J'enlève tricolore sur la deuxième question, européen. Donc je remplace par européen, bien entendu. Non, mais je pense qu'effectivement, on a un enjeu qui est un enjeu absolument majeur, qui est la question du vol habité. Si on regarde, il faut avoir en tête, on ne l'a pas encore dit, mais l'Europe consacre, quand l'Europe consacre 1 euro au spatial, les États-Unis dépensent 6 euros, enfin, mettons 6 $. Donc il y a un facteur 6 dans les budgets. C'est considérable. C'est pas très nouveau. Et l'Europe, jusqu'à maintenant, a toujours fait un pari, qui est un pari assez simple, qui est de se focaliser sur un certain nombre de secteurs dans lesquels on a construit des champions. C'est le cas dans l'observation de la Terre. Je pense que l'Europe, vraiment, a des résultats absolument exceptionnels. C'est le cas dans les télécoms. On a aujourd'hui des champions qui sont Airbus et Thales Alenia Space, qui sont de très grands champions internationaux dans le domaine des satellites télécoms en géo. Ces deux entreprises françaises et européennes doivent représenter 60% du marché mondial. Je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup d'autres secteurs où on puisse avoir de tels succès. Donc on a fait un certain nombre de paris où la France, l'Europe ont investi sur des secteurs technologiques à travers leurs agences. On fait le transfert de technologies, les industriels ont repris, les industriels ont développé ces technologies et ont développé les marchés, et on a de très grands succès. Mais sur des secteurs qui sont bien ciblés. Et on n'est jamais allé sur le secteur sur la question du vol habité, parce que c'est très cher. Enfin, c'était très cher. C'était très très cher. Et donc on a fait le choix, comme malgré tout, on voyait bien qu'il y avait quand même une importance d'avoir des astronautes européens, on a fait le choix de faire voler nos astronautes sur des programmes russes, Soyouz, bien sûr, et puis sur des programmes américains, la navette, et puis aujourd'hui SpaceX. Et on a eu des figures absolument emblématiques, que ce soit Chrétien, que ce soit Claudie Aigneret ou Thomas Pesquet aujourd'hui, je crois qu'ils ont fait vibrer la France entière, et puis l'Europe aussi, et c'est des très grands succès. La situation est un peu différente aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que toutes les grandes nations spatiales aujourd'hui ont développé des vols habités. Vols habités pour aller sur l'orbite basse, vers la Lune et vers Mars. Et quand je dis toutes, c'est les États-Unis, bien entendu, la Russie, acteur historique, la Chine, qui aujourd'hui a développé un programme de vol habité, et vous avez vu que bien, la Chine est autonome aujourd'hui avec son lanceur, sa station, etc. Ils ont développé un programme complet. Mais c'est aussi, au-delà de ça, l'Inde qui a développé son propre programme de vol habité, avec le premier astronaute indien qui volera en 2023 sur une fusée indienne, dans une capsule indienne, pour faire des vols en orbite basse. Donc, ça montre quoi? Ça montre que tous les grands continents, tous les grands pays réinvestissent l'espace, et évidemment, dans ce réinvestissement, il y a un objet symbolique absolument majeur, c'est la place de l'homme dans l'espace.
Et je pense que cette question doit être posée à l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit vraiment se reposer cette question, il faut se la reposer en permanence, et je pense qu'il y a une opportunité aujourd'hui peut-être pour relancer un programme spatial européen sur le vol habité. C'est une stratégie, c'est une ambition qui doit être avant tout une ambition politique. C'est pas un enjeu de science, c'est pas tellement un enjeu de technologie, parce que finalement on sait faire, ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup moins cher qu'avant, parce que je pense qu'on peut le faire aujourd'hui avec justement des entrepreneurs, des startups, de nouveaux acteurs qui arrivent, et puis nos acteurs traditionnels pour beaucoup moins cher qu'on pouvait le faire précédemment. Mais je crois qu'il faut se reposer la question, est-ce que l'Europe peut rester une grande puissance spatiale demain si on n'est pas capable d'affirmer notre capacité justement à faire du vol habité? Oui, alors justement, comme vous venez de souligner, l'avenir du spatial, c'est peut-être d'abord une question de volonté politique, de choix politique. Et j'aimerais vous poser cette question. Aujourd'hui, la France a toujours une ambition spatiale, enfin on le voit bien, en tout cas une volonté politique qui semble assez claire. La question se peut-être pose plus au niveau européen, hein, c'est-à-dire la décision collective d'avoir une véritable ambition spatiale, ou au moins à la hauteur de ce que vous venez de décrire à l'instant. Et donc j'aimerais savoir tout simplement quels sont aujourd'hui nos leviers au niveau français, gouvernemental, au niveau du CNES, pour agir hein, dans ce sens, avec toutes les, je suppose, la complexité des réglementations européennes et des négociations nécessaires pour faire aboutir cette impulsion. Alors, bon, tout d'abord, le rôle du CNES, le CNES est le bras armé du gouvernement sur le sujet spatial. Évidemment, on peut suggérer un certain nombre de propositions, mais avant tout, dans le monde du spatial, je crois que ça reste très vrai aujourd'hui, l'impulsion politique est une impulsion qui est absolument clé. C'est-à-dire que c'est l'impulsion politique qui reste un élément vraiment déterminant, en particulier sur des très grands programmes comme ceux dont on a parlé précédemment. Cette ambition, elle doit être... Ces grands programmes, on parlait vol habité, ils ne peuvent évidemment se développer et prospérer que dans un cadre européen. Ouais. C'est absolument central. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait un alignement politique d'un certain nombre des grandes nations du spatial. Hein. Pour être très clair, il faut que la France, l'Allemagne et l'Italie soient en ligne sur le sujet, aient envie de développer un programme et soient prêtes à pousser. Ces trois États sont les moteurs du spatial aujourd'hui. La Grande-Bretagne avait aussi une place relativement importante au sein de... Alors elle a toujours une place importante au sein de l'ESA, puisque la Grande-Bretagne fait toujours partie de l'ESA. Donc c'est... Voilà. Mais enfin, donc France, Allemagne, Italie. Après, bien entendu, je pense qu'il faut le rôle de la Commission aujourd'hui et le rôle de l'Union européenne est particulièrement important dans le monde du spatial, en particulier dans tous les domaines concurrentiels aujourd'hui. Moi, je crois profondément que l'impulsion politique européenne doit venir de la Commission, parce que c'est la Commission qui, à un moment donné, à la fois... maîtrise ses besoins et va acheter ou va faire ses choix et va lancer indirectement, donc à travers de la commande publique, va lancer les grands programmes qui sont derrière. C'est un modèle qui est un petit peu différent de ce qu'on a connu ces dernières années ou ces dernières décennies, où on avait vraiment des grands programmes qui étaient des programmes construits par l'Agence spatiale européenne ou par des consortiums d'agences, et quelque part on s'inquiétait du débouché après. Je pense que les choses prennent une tournure un petit peu différente aujourd'hui. Donc voilà, les grands acteurs, c'est l'Union européenne, c'est l'ESA, et c'est la France, l'Allemagne et l'Italie. Je pense qu'il faut absolument qu'à un moment donné, on ait une vision qui soit une vision politique, qui soit alignée de ces États pour aller de l'avant. Bon, moi je crois qu'il y a une vraie opportunité, il y a la présidence française de l'Union européenne qui arrive, il y a la prochaine conférence ministérielle de l'ESA qui n'est pas très loin non plus. Je pense qu'il y a une opportunité pour réfléchir à cette question. Moi évidemment, je pense que c'est quelque chose qui est important. Après, bien entendu, c'est l'objet d'un arbitrage politique, mais je pense que c'est notre travail de poser cette question aujourd'hui et de poser cette question aux politiques, et c'est le bon moment pour le faire. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je crois qu'on va terminer sur ces quelques mots, hein, cette question politique. Tout à l'heure, on a parlé de l'époque pompidolienne, et je crois que on a eu des acteurs politiques, enfin aussi une génération d'ingénieurs, de techniciens, un tissu industriel qui ont porté la création du lanceur français, la création du CNES, et puis ensuite la création du lanceur européen à l'initiative de la France. Donc ce que vous dites au fond, en conclusion, c'était vrai hier, c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a encore une place pour le politique de toute
toute façon, puisqu'on parle beaucoup d'économie, de macroéconomie, et vous nous avez bien expliqué qu'au-delà d'une évolution du marché des lanceurs et du rôle des GAFAM, etc., il y avait quand même toujours un rôle des États qui était important, qui dirigeait un peu aussi ces partenariats publics-privés sans lesquels ces startups ne seraient pas totalement ce qu'elles sont dans le domaine du spatial. Et donc voilà, je pense que tous ceux qui ont pu suivre cette émission ont compris effectivement l'importance en particulier de la prochaine présidence française de l'Union européenne pour porter peut-être aussi ce sujet. Voilà, donc je voudrais vous remercier, Monsieur Baptiste, de nous avoir accueillis ici au siège du CNES pour évoquer avec vous cette politique spatiale française européenne, et M. Isenberg, bien entendu, d'avoir pu revenir avec vous sur ce passé, c'est glorieux, on va dire, mais pas perdu, hein, de cette aventure spatiale française et européenne. Donc j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine émission des Rendez-vous d'Institut Georges Pompidou. À bientôt.